Bonjour tout le monde. Au nom des experts d'Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales des jardins. Le thème d'aujourd'hui porte sur le maintien et le développement des affaires aux États-Unis avec notre invité Martin Lampron, président de Expand Group. Donc, d'emblée, je tiens à remercier nos partenaires Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités, ainsi que Desjardins, notre commanditaire en titre, qui, grâce à lui, nous permet d'avoir cet événement possible. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Dina Mansour. Je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui M. Martin Lampron, président de Expand Group. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter à vous familiariser avec la plateforme. Alors, à votre droite, vous avez le chat. On vous demanderait d'utiliser le chat si vous avez des commentaires, des problèmes techniques, des suggestions. Toutefois, si vous avez des questions précises, de les écrire dans la section Q&A qui est située en bas au centre de votre écran et nous allons les adresser vers la fin de la rencontre. Je voudrais aussi vous mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin ou vous vous déconnectez, on va le mettre disponible sur notre site de la Chambre en rediffusion en tout temps. Également, vous allez recevoir demain un courriel de suivi dans lequel je vais y inclure la présentation PowerPoint que vous allez voir aujourd'hui. Et donc, s'il y a aussi d'autres liens mentionnés, on va aussi les inclure. Donc, je vais commencer par vous introduire à Monsieur Martin Lampron. Donc, il est titulaire d'une maîtrise à l'Université de Concordia en administration des affaires publiques et il est le président fondateur de la société Expand Group qui offre des services d'aide au développement des affaires à l'international. Depuis 2004, il a été amené à négocier des contrats dans le secteur des transports, des infrastructures, de la santé, des produits de haut de gamme et de l'alimentation, ainsi que d'autres secteurs. Et il a réalisé des mandats à peu près partout aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, en Amérique latine, en Europe, ainsi qu'au Moyen-Orient. Donc, Monsieur Lampron, je vous invite maintenant à prendre la parole. Okay. Bonjour à tous. Je vais commencer par préparer la présentation. Voilà, share screen. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. Avant de commencer la présentation, j'aimerais faire un petit avant-propos afin d'éviter tout malentendu. Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui ne banalise en rien la situation qu'on vit au Canada ou on vit aux États-Unis. Malheureusement, il y a des entreprises qui ne sont pas capables de passer à travers. Il y a des vies qui vont être détruites par cette pandémie. Mais ceci dit, il faut aller de l'avant, la vie continue et il faut trouver des solutions pour essayer de faire passer le plus grand monde de l'autre côté de la crise. Donc, la raison pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, c'est que rapidement, j'ai contacté la Chambre de commerce pour leur faire mention que j'avais vécu certaines crises aux États-Unis dans les années passées et que j'avais la possibilité d'avoir des gens sur le terrain qui pouvaient nous donner vraiment leur juste sur qu'est-ce qui se passait au niveau des petites et moyennes entreprises aux États-Unis. De notre côté, nous, on est rentré vite en phase d'action. Dès le 17 mars, on parlait avec nos employés des actions qu'on devait porter et on approchait nos clients pour un peu les conseiller sur la suite des choses. Okay? Depuis, mais certains de nos clients ont été capables de maintenir leur chiffre d'affaires comparé à l'année passée. Ils ont rencontré de nouveaux clients et ils ont rencontré de clients potentiels. Donc, malgré ce qu'on peut entendre, il y a encore des opportunités, des possibilités aux États-Unis. Aujourd'hui, on va vous présenter du maintien de vos affaires aux États-Unis jusqu'à une possibilité de développement d'affaires aux États-Unis. On va voir la situation aux États-Unis.
les répercussions sur le commerce Canada-États-Unis, les stratégies de maintien qu'on vous propose pour garder vos parts de marché et comment vous préparer une relance et peut-être optimiser les opportunités que vous pourriez trouver malgré la crise. Donc, mes expériences, malheureusement, j'ai commencé à faire du développement des affaires en 2008, en pleine crise financière aux États-Unis. Donc, depuis 2008, j'aide les entreprises à mieux connaître les États-Unis et mieux comprendre afin de développer leurs affaires. La crise qu'on vit aujourd'hui, si certains ont pu vivre la crise financière de 2008-2009, il y a certaines leçons apprises qu'on peut appliquer à aujourd'hui face à la réactivité des entreprises américaines en situation de crise. Donc, ça m'aide aussi un peu à mieux voir peut-être qu'est-ce qui s'en vient à court et moyen terme. On fait des interventions depuis plus de 10 ans sur l'ensemble du territoire américain et on a des gens sur le terrain, principalement à New York, Los Angeles, Chicago et Caroline du Nord, qui nous permet aussi d'avoir l'air du temps auprès des petites et moyennes entreprises. Donc, comme vous aurez pu comprendre, je vais vous proposer une lecture terrain des impacts et vous présenter quelques opportunités qu'on voit pour les PME. Donc, la situation aux États-Unis. Plusieurs personnes pensent que les États-Unis se résument aux grandes villes américaines, principalement New York, Los Angeles et Chicago. Mais avec le temps, on a appris chez Expand Group que les États-Unis, c'est plus que ces grandes villes. Les États-Unis, c'est Jacksonville en Floride, c'est Madison, Wisconsin, c'est Nashville, Tennessee. L'Amérique, comme les Américains la voient, est beaucoup plus près de ces villes-là que les mégapoles américaines qu'on a tendance à mieux connaître ici au Canada. Outre la pandémie, la crise qu'on vit présentement est une crise de trésorerie. Les Américains, les PME, étaient tous en croissance et réinvestissaient quand même dans leurs entreprises et surtout se permettaient certains styles de vie qui nécessitaient une très bonne trésorerie. Donc, les entreprises étaient tous en mode investissement. Une autre crise aussi qui est cachée par la crise de la pandémie et un peu créée par la pandémie, c'est la crise du pétrole. Les États-Unis étaient le premier exportateur de pétrole au monde il y a un mois et se retrouve avec une problématique qui va affecter, je dirais moi, à plus moyen et long terme, l'économie américaine pour ce qui est des États dépendants du pétrole. On voit déjà les impacts avec des tarifs négatifs. Malgré un certain ralentissement dans l'économie américaine, plusieurs s'entendaient pour dire que 2020 serait une année de référence au niveau des investissements et de la croissance. Les carnets de commandes étaient complets. On se retrouvait quasiment dans la même situation de surchauffe avant la crise financière. Donc, tout le monde était assez confiant de l'année 2020. Et en plus, l'année 2020 était une année d'élection. Donc, autant le parti d'opposition que M. Trump était pour proposer plusieurs changements et plusieurs projets d'infrastructure. Okay? J'entends des gens. Donc, voici la situation aux États-Unis avec la COVID. Voici ce que nous voyons de l'extérieur des États-Unis. Donc, c'est les cas confirmés de COVID 2019. Donc, si on regarde bien la map, ici, j'ai choisi cette carte parce qu'on peut les voir par county. Donc, on peut voir que la COVID est quand même dans des grandes villes ou dans des endroits très spécifiques. Voici comment les Américains voient la crise de la COVID-19. Pour eux,
c'est des problématiques régionales, même si on parle d'une pandémie nationale. Donc, de là, le début du questionnement du confinement. Il y a plusieurs endroits qui considèrent que, et je ne dis pas que je suis d'accord avec eux ou pas, mais qui considèrent que la solution est plus dommageable proposée que la maladie en soi ou la pandémie en soi. Donc, c'est pour ça que depuis le début de la semaine, il y a de plus en plus de personnes qui questionnent les solutions apportées dans certains États. Il faut comprendre aussi que les États-Unis ne sont pas du tout organisés au niveau du filet social pour être fermés pendant longtemps. Les gens ont besoin de travailler aux États-Unis. Si on perd notre emploi, on perd surtout beaucoup de bénéfices tels que la sécurité de la santé et autres bénéfices. Donc, les gens doivent retourner au travail très rapidement afin de pouvoir mieux passer à travers la crise. Pour vous donner juste une idée, il y a 360 milliards qui avaient été offerts pour aider les petites et moyennes entreprises. Ils se sont tous écoulés et c'était sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, plusieurs petites et moyennes entreprises se sont retrouvées devant rien, pensant peut-être y avoir droit. Et on a vu hier dans certains magazines et journaux que de grands groupes américains avaient bénéficié de cet argent. Bon, les relations Canada-États-Unis. Bon, c'est sûr que Trump peut déranger un peu ou nous faire nous questionner, mais dans l'ensemble, lorsqu'on est sur le terrain, les relations sont assez harmonieuses. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est les États du nord des États-Unis qui ont fait comprendre à M. Trump qu'un traité de libre-échange avec le Canada était primordial. On a une interdépendance dans plusieurs secteurs, transport, infrastructure, médicale, etc. On va être par défaut le premier partenaire à bénéficier de la réouverture de l'économie américaine. On sera toujours privilégié par notre position géographique et par nos relations d'affaires avec les États-Unis. Donc, à comparer à d'autres pays qui risquent de vivre ça beaucoup plus difficile, principalement l'Amérique latine, le Canada pourra rapidement se repositionner sur le territoire américain et continuer à faire des affaires. Différents, mais continuer à faire des affaires. Il peut arriver qu'il y ait des marchés perdus qu'on pourra reprendre, compte tenu qu'il y aura peut-être moins de compétition internationale. Il sera toujours plus difficile dans les prochains mois, prochaines années de faire du business aux États-Unis. Des notions de frontières vont être très importantes. Donc, certains compétiteurs internationaux devront peut-être laisser aller le territoire américain. Le ticket d'entrée va être moins dispendieux. Dans les dernières années, on sentait que pour faire des affaires aux États-Unis, ça devenait de plus en plus dispendieux. Il fallait de plus en plus investir en temps et en argent pour aller chercher des marchés. On croit que la crise qu'on vit présentement va un peu ramener à des réalités certains groupes américains et qu'ils seront prêts et peut-être moins exigeants face aux attentes des investissements de leurs fournisseurs aux États-Unis. Donc déjà là, ça peut aider à passer à travers la crise. Comme la crise financière, il y aura une élimination naturelle de plus petits joueurs qui profitaient de la surchauffe de l'économie américaine, que ne sont pas assez solides, sont arrivés plus tard et ne pourront simplement pas passer à travers la crise. Donc, ces petits joueurs-là, des fois, ayant des coûts de gestion moins élevés, pouvaient réduire les prix, donc nuire à la possibilité d'aller chercher certains marchés pour des sociétés canadiennes.
il pourrait aussi se créer un effet de marché transitoire. Comment l'Europe va pouvoir re-rentrer aux États-Unis? C'est la question. Quelles seront les exigences? Quelles seront les attentes? Donc, l'Europe aura besoin de l'Amérique pour repartir. L'Europe aura, je dirais pas plus de difficultés, mais aura plusieurs priorités à traiter. Donc, un marché tel que les États-Unis est un marché qui leur permet d'aller chercher des volumes de vente intéressants, mais comment pourront-ils le faire compte tenu que les conditions d'entrée seront plus difficiles? La fabrication dans les pays de l'ex-Union soviétique, on pense à la Bulgarie, on pense à la Pologne, on pense à ces pays limitrophes-là de l'Europe de l'Ouest, va sûrement être beaucoup moins présente. Donc, va surtout affecter moins les gens qui sont dans le retail, qui devaient se battre contre des pays qui faisaient de la production dite européenne, mais un peu en dehors de l'euro ou à des conditions moindres qu'on pourrait vivre au Canada. Okay? Et une autre chose, dans la tête des Américains, leurs voisins, spécialement le Canada, fait partie de la solution pour une autonomie continentale. Donc, tout dans le questionnement sur comment nous rendre autonomes, principalement avec la crise des masques et des appareils médicaux. Le Canada fait partie de la solution. Juste un aparté. Au Québec, nos compagnies telles que Tristan et d'autres ont vite compris qu'il fallait prioriser la production de guerre. Donc, ils ont commencé à produire des visières, des blouses, etc., etc. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Juste vous donner une idée, aujourd'hui, il y a seulement un laboratoire aux États-Unis qui est en train de produire les tests COVID-19, malgré la force de frappe que le pays pourrait avoir. Donc, notre capacité de s'adapter et de mettre en place rapidement des solutions est, à mes yeux, un avantage que les Américains n'ont pas nécessairement rapidement mis en place. Maintenant, comment maintenir mes marchés? Nous, on réduit en 2 mots, on résume en 2 mots qu'est-ce que l'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est présence et pertinence. Lorsqu'on a vécu la crise de 2000 financière, ceux qui ont été capables de rester pertinents après la crise, c'est ceux qui ont démontré une présence. Donc, vous devez être présent. Donc, vous devez être présent et à l'écoute. Communication. Vous devez communiquer à vos clients aux États-Unis et même à la rigueur à de nouveaux clients ou d'anciens clients qui ont décidé de choisir d'autres fournisseurs. OK? Vous devez communiquer votre stratégie à court terme. Vous devez être hyper précis. Voici les actions qu'on a portées. Voici le pourquoi nous sommes la solution à vos problèmes, qu'on est le bon fournisseur. Voici qu'est-ce qu'on met en place, que ce soit une stratégie par trimestre et par la suite jusqu'à la fin de 2020, parce qu'il faut démontrer et être capable de, à mes yeux, passer à travers 2020. Voici les défis que vous avez identifiés de vos clients et voici vos débuts de réponse. On a un client chez Expand Group qui se spécialise dans la fabrication de gyms d'escalade, mais on a tout de suite identifié que le nouveau défi des propriétaires de gyms d'escalade serait la distanciation et tout l'aspect sanitaire. Donc, on est en train d'analyser les projets pour permettre les mouvements à l'intérieur des gyms. Donc, voici nos débuts de réponse face à ces nouvelles réalités. Assurer les clients que vous pouvez passer à travers. Nous, on a assisté à plusieurs webinaires, on a parlé à des fournisseurs de nos clients. Okay? Eux apprécient beaucoup les gens qui présentent des solutions déjà dans l'après, okay? Ou depuis peu, je m'amuse à dire aussi dans un monde covidé. Donc, autrement dit, où est-ce que la COVID sera toujours présente? L'après ne sera pas aussi rapide qu'on pense. Donc, le virus
de la COVID sera présent dans les esprits de tout un chacun, même lorsqu'on fera du business. Avez-vous déjà de nouveaux produits ou services en développement? Donc, parlez à vos clients. Nous, chez Expand Group, on s'est réinventé, on a déjà envoyé des choses à nos clients en disant voici les nouveaux services qu'on vous offre afin d'accélérer votre développement d'affaires ou maintenir les affaires que vous avez déjà en place dans les pays où est-ce qu'on est présent. Que vous êtes bien financé, vous n'êtes pas obligé d'envoyer un état de compte, mais moi, quand je parle aux Américains de qu'est-ce que le gouvernement canadien a fait pour les PME, même si certains peuvent croire que c'est peu, ils sont renversés. Donc, il faut ne pas avoir peur de présenter qu'on peut passer à travers la crise parce qu'on a les finances pour le faire et on a pris les actions pour le faire. On a l'appui de nos gouvernements pour le faire. OK? Démontrer que vous comprenez que nous sommes dans une nouvelle réalité. OK? Ça ne sera plus jamais comme avant. Donc, il faut que vous démontriez à vos clients que vous l'avez compris rapidement. Comment vous l'avez compris, mais vous expliquez comment votre service après-vente sera irréprochable. Il va y avoir une notion aussi de présence locale. OK? Donc, si vous n'avez pas déjà en place une équipe locale, mais vous présentez à vos fournisseurs comment vous allez le faire. Un avantage que la COVID peut donner, c'est avantage il y a, c'est que présentement, beaucoup de vendeurs, beaucoup de responsables de développement des affaires aux États-Unis qui se cherchent un emploi. En 2019, c'était rendu très dispendieux d'avoir un vendeur aux États-Unis. On parlait d'un minimum de 100 000 $ par année, plus commission, plus charges sociales, etc. À aujourd'hui, je pense qu'on peut s'entendre avec des gens qui font soit de la multimarque ou sont prêts à travailler de façon différente pour représenter des compagnies. Donc, il y a une opportunité là. Si vous voulez mettre en place au minimum une équipe de maintien d'affaires aux États-Unis. Tout ça doit garantir que vous assurez une fluidité entre vos clients et votre unité de production. Les clients que vous avez sont en questionnement présentement de dire qu'est-ce qui m'assure qu'il n'y aura pas de problématique entre ma commande et ma possibilité de l'appliquer soit dans ma production ou de la transmettre à mes clients sur mon territoire. Comment maintenir mes marchés? La pertinence. Je me permets de vous présenter cette mauvaise photo que j'ai prise dans un magazine américain pour vous montrer la rapidité d'adaptation qu'on doit avoir. Cette image-là, pour moi, représente la nouvelle réalité du milieu de travail. Depuis plusieurs années, on était tous contents de travailler dans des open space. C'était très tendance et tout. La COVID va un peu freiner les open space. Varidesk est un des premiers à avoir proposé des bureaux modulables où on peut travailler à la fois debout ou assis. Le mois passé, leur annonce poussait beaucoup leur bureau. Même leur site web aujourd'hui pousse beaucoup leur bureau. En un mois, ils ont changé de nom. Ils s'appellent Vari parce qu'ils vont vendre beaucoup plus de trucs que des bureaux. Et ils travaillent déjà dans le psyché de leurs clients, en disant voici un peu comment vous êtes capable de faire la distanciation sociale tout en maintenant vos open space. Donc, j'ai trouvé l'annonce très intéressante au niveau de la pertinence de cette compagnie. Donc, vous devez apporter des solutions qui aident à la reprise rapide. Donc, est-ce que vous pouvez revoir les projets avant la COVID-19? Donc, les projets que vous aviez en cours, est-ce qu'il y a moyen de revoir, d'optimiser le tout, de prioriser certains éléments? Quelles sont les économies que vous pouvez apporter? Donc, vous avez le droit de retravailler des soumissions que vous avez fait avant la COVID pour dire, écoute, on était sur ce projet-là, on pourrait peut-être essayer de le voir de cette façon-là pour que ça puisse se faire. Est-ce qu'on peut mettre le projet en phase? Est-ce
qu'on peut partir quelque chose en 2021 pour le finaliser en 2022. L'intérêt de tout ça, c'est de garder votre clientèle et déjà être avec eux dans la suite. Donc, si vous êtes capable de confirmer des contrats, même si ils s'étirent dans le temps, ça peut être intéressant. Ne pas se vendre à rabais. Tous les gens avec qui on parle présentement aux États-Unis sont très clairs. Si les gens baissent leur prix, ça va être très difficile de les remonter. OK? Donc, oubliez des ventes de feu. Ça peut fonctionner pour des produits périssables, pour des produits qu'on doit écouler, des produits de mode. Mais si vous êtes dans des trucs qui sont plus dans la durée, n'essayez pas de vendre soit votre ingénierie ou vos produits à rabais. De toute façon, vous allez avoir l'air désespéré. Donc, si on revient à ce que je vous disais, qu'il faut démontrer qu'on peut passer à travers la crise, si on fait une vente de feu, ça augure pas bien pour la suite. Ne pas jouer sur le taux de change. Votre pitch de vente ne devrait pas être nous sommes à 70 sous, on est plus compétitif que des gens. On se rappellera tous que pendant peu de temps, mais ça a été une réalité il y a à peu près une dizaine d'années. Le dollar canadien a déjà été à 1,10 $ et plusieurs personnes et plusieurs entreprises au Québec et au Canada ont eu des problèmes parce qu'ils étaient hors marché à cause du taux de change. Donc, votre stratégie ne doit pas prendre en compte le taux de change. Mettez plutôt de l'avant votre valeur ajoutée. Prenez le temps de réexpliquer le pourquoi que vous êtes mieux que votre compétiteur. Assurez-vous que parce que les Américains, des fois, vont avoir tendance à faire des comparaisons de prix. Ah, mais lui, il est à 40 $ le pied carré, puis vous êtes à 50 $ le pied carré. Assurez-vous de pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Sinon, mais de mettre de l'avant pourquoi vous êtes plus dispendieux et quelle valeur ajoutée votre client peut aller chercher. Faites garantir vos commandes. Au Canada, et nous, pour connaître un peu l'Europe et les États-Unis, en tant qu'entrepreneur, on a de très bons outils pour avoir une certaine sécurité sur le paiement de nos commandes. Donc, le mieux, c'est EDC. Et je pourrais vous dire que pour avoir traité directement avec eux dans les dernières semaines, je les trouve assez professionnels et assez proactifs. EDC peut garantir vos commandes, peut vous faire des due diligence sur des commandes qui vous rendent nerveux pour vous aider tout à pouvoir réaliser la commande et être payé, je dirais pas à 100%, mais en bonne partie. Et si vous avez une problématique de trésorerie, la facturage pourrait être une solution pour passer à travers la crise et s'assurer de se faire payer le plus rapidement possible. Et vous avez plein d'autres solutions aussi. Le gouvernement du Québec offre des trucs. Vous avez la BDC. N'ayez pas peur de les approcher. Ne soyez pas timide de les approcher. C'est vraiment des outils uniques au Canada qui aident énormément les entreprises canadiennes à s'assurer de ne pas trop perdre dans le cas d'un non-paiement. Okay? Préparez la relance. Avez-vous évolué? À aujourd'hui, les compagnies américaines sont en train de décider avec qui ils vont faire affaire après la crise. Dans le monde des affaires, il y a très peu de sentiments et ils vont éliminer ceux qui pensent qu'ils vont mourir. Donc, vous devez démontrer que vous avez déjà évolué, que vous avez déjà peut-être rendu ailleurs. Donc, vous devez le démontrer. Pas juste prendre pour acquis, qu'ils vont aller voir votre site web, qui vont lire vos documentations. Il faut prendre le téléphone, il faut faire des rencontres, il faut expliquer le pourquoi qu'on a évolué et le pourquoi on est la bonne personne ou la bonne entreprise à retenir. Est-ce que vos produits ou services sont encore plus pertinents? C'est peut-être le temps de s'interroger sur est-ce qu'on a encore pris plus de pertinence? Est-ce que nos produits ont des
des applications qu'ils n'avaient pas avant la COVID-19 qu'ils ont aujourd'hui. Donc, si oui, mais il faut l'expliquer, il faut le démontrer. OK? Pour vous prendre des parts de marché de compétiteurs internationaux ou locaux. Nous, présentement, avec nos clients qu'on a, et ça a fonctionné, ça a donné des résultats, relancer de vieux prospects, des gens qu'on pensait qui sont peut-être rendus avec d'autres fournisseurs, relancer des contrats qu'on pensait qu'on avait perdus. Surtout les contrats qui sont très, très proches du début d'année. Peut-être que ces contrats-là ne se sont pas faits. Peut-être que le fournisseur qui a été sélectionné n'a pas fait les preuves qui peut passer à travers la crise, etc., etc. Donc, ne soyez pas timide de rappeler ces gens-là puis de dire est-ce qu'on est toujours dans la course? Je peux vous le dire que on a un client qui l'a fait et qui a trouvé un nouveau contrat, pensant qu'il l'avait perdu. Donc, ça peut fonctionner. Et approchez les clients de vos compétiteurs, les plus faibles ou d'autres pays. N'ayez pas peur de jouer du coude et les appeler simplement. Bonjour, c'est nous. Comment ça va? Est-ce qu'on peut se parler? De toute façon, présentement, plusieurs personnes ont plus de temps parce qu'ils voyagent beaucoup moins. Donc, ils sont plus à l'écoute et ils sont surtout à l'écoute de solutions face à ça. OK? Et est-ce que des projets d'acquisition ou de prise de part sont pertinents? C'est un tiers des PME qui risquent de disparaître avec la crise de la pandémie. Aux États-Unis, ils ont la même problématique de relève que nous, on a au Québec concernant la relève des entreprises. C'est peut-être le temps, si vous avez une bonne trésorerie, si vous êtes bien capitalisé, ou si vous avez une solution, mais que vous n'avez pas la force de frappe d'une entreprise qui serait basée aux États-Unis. Donc, ça peut être un peu champ gauche pour vous de penser à une acquisition ou prendre des parts dans une entreprise aux États-Unis, mais je peux vous dire que je suis pas mal convaincu qu'il y a des gens qui vous écouteraient à aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi une solution pour préparer la relance le plus rapidement possible. En conclusion, avec ou sans nous, les États-Unis vont s'en remettre. Donc, c'est à vous de décider si on profite des opportunités. On doit s'assurer que nos clients comptent sur nous pour la reprise. Il faut leur expliquer comment. Et il y aura plus d'opportunités que prévues pour les entreprises canadiennes, spécialement dans les secteurs suivants. Formation à distance, dispositifs médicaux, outils de travail à distance, alimentaire. Okay. Je me suis permis aussi de vous laisser des lectures intéressantes. Il y a un très bon article qui est sorti dans le Foreign Affairs appelé The Comeback Nation. Donc, je vous invite à le lire. Et je vous laisse, à mes yeux, 4 magazines qui représentent USA Inc., donc les petites et moyennes entreprises. Entrepreneurs Inc., Fast Company, Wired. Je vous invite à les lire plus maintenant que jamais pour que vous ayez une bonne idée de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. J'ai fait spécialement exprès de vous mettre Inc. 500 parce que je finis dans 1 minute, Dina. Parce que la liste de 500 pourrait être une première liste de clients potentiels parce qu'ils étaient en croissance, mais ils sont peut-être intéressés d'avoir d'autres solutions pour maintenir la croissance ou ne pas tout perdre. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'ai terminé, Dina. Merci beaucoup, Monsieur Lampron. Donc, nous sommes maintenant à la période des questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'écrire dans la boîte Q&A. Donc, on va commencer avec, en fait, 2 questions qui se rejoignent de Fabien Côté et de Paul Racine, qui se demandent s'il va y avoir un mouvement acheter local comme ce que l'on vit au Québec. Et si oui, quelle serait la répercussion d'une telle tendance sur les entreprises québécoises? Bien, qu'est-ce qu'on voit? L'acheter local a déjà été, existait déjà avant la COVID, principalement dans l'alimentaire et principalement dans le bio. Si on fait partie d'une unité de production
pour les Américains pour produire un produit local, moi, je considère que ça ne nous affectera pas plus qu'il faut. C'est à nous de démontrer qu'on leur permet d'être produit local, même en utilisant nos produits ou notre intervention. Donc, c'est ça. Et c'est assez simple pour les entreprises québécoises de se localiser. Donc, autrement dit, de faire une partie de la transformation au Québec et la terminer aux États-Unis à travers un partenaire ou un sous-traitant. Il y a Michel Plouffe qui se demande si après la crise, est-ce que peut-être la Chine aura fera moins de commerce avec les États-Unis? Est-ce qu'on aura plus de chances de notre côté? Est-ce que les États américains voudraient favoriser avec c'est évident que quelqu'un qui vend du Made in China aux États-Unis présentement ne sera pas la personne la plus populaire. Je pense qu'on va vivre le même phénomène qu'on a vécu lors de la première guerre d'Irak, où est-ce que les French fries sont passés aux Patriot fries et où est-ce que les Français ont été un peu mis de côté lorsque venait le temps d'acheter français aux États-Unis. Ça a eu un impact pendant un bout de temps. Moi, je pense que à court et moyen terme, les Made in China vont avoir beaucoup de difficultés. Après ça, il y aura sûrement une logique de marché qui va se réinstaller et c'est ça. OK. Et donc, que pensez-vous du niveau d'endettement record des entreprises américaines, puis comment est-ce que ça pourrait impacter aussi le commerce avec les États-Unis pour les entreprises d'ici? Les entreprises américaines sont aussi endettées que les Américains parce que c'est géré par des Américains. Donc, l'endettement fait partie de la réalité américaine. Nous, ici, on a une approche face à l'endettement beaucoup plus différente ici qu'aux États-Unis. Petit aparté, il y a un fonds d'investissement aux États-Unis à San Francisco qu'une des conditions d'être sélectionné, c'est d'avoir fait 2 fois faillite. Parce qu'il est démontré que faire une 3e faillite est beaucoup plus difficile que faire la première. Donc, c'est quelque chose qui est préoccupant à court terme, mais à moyen et long terme, ça ne devrait pas être quelque chose d'important si on veut faire du business. C'est pour ça que je propose toujours de faire supporter nos commandes par EDC ou des gens qui peuvent nous assurer les paiements ou les assurer. Monsieur Sivière se demandait aussi l'exemple que vous avez donné là, des bureaux de Vari. Avez-vous une idée s'ils sont fabriqués aux États-Unis ou en Chine? Moi, je pense qu'ils sont assemblés aux États-Unis, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de composantes chinoises. Touato nous demande qu'est-ce que vous pensez du marché de la distribution des masques aux États-Unis comme secteur de développement? Puis est-ce qu'il y a une ouverture par rapport aux entreprises d'ici d'en vendre au gouvernement, aux pharmacies ou tout autre commerce de détail? Je ne vous cache pas que, bon, c'est sûr que comme n'importe quel autre pays, il y a des manques. Et aux États-Unis, présentement, il n'y a pas grand monde qui produit des composantes nécessaires par les hôpitaux et ça. Mais les États-Unis vont directement en Chine, ils achètent des avions complets, donc je verrais difficile qu'on devienne transitoire. Là. Si j'avais à prioriser, ça ne serait pas prioriser des trucs à court terme, mais ça serait plus prioriser des solutions à moyen et long terme pour assurer le moins possible, pour assurer que la propagation du virus ne se fait pas. J'ai vu une entreprise qui fait de l'aluminium, qui démontre que les virus ne collent pas sur leur aluminium. Donc, je prioriserais plus ce type de solution-là que faire la course au masque et au blues. Kevin Piliou se demande si les entreprises qui opèrent aux États-Unis, est-ce qu'elles pourraient avoir accès aussi à de l'assistance, de l'aide du gouvernement américain si les propriétaires sont des Canadiens qui n'ont pas de niveau d'assurance sociale? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je pourrais vous dire qu'avec les clients que je connais qui ont des compagnies aux États-Unis, vous avez votre numéro de taxe qui fait que la compagnie est un citoyen américain, entre guillemets, devant la loi. Donc, avec votre numéro de taxe,
normalement avec votre comptable, ou je peux vous mettre je peux mettre en contact avec des gens aux États-Unis. Il n'y aurait pas de raison. Le propriétaire canadien ou quoi que ce soit, non, c'est la compagnie qui est visée. Si vous avez en plus des employés et tout, c'est la compagnie et c'est les emplois aux États-Unis qu'on veut sauver. Quelqu'un se demande comment se positionner en tant qu'entreprise du secteur des biens de consommation, étant donné que celles-ci ne sont pas nécessairement des produits essentiels en ce moment aux États-Unis. Est-ce qu'il devrait attendre un peu plus longtemps Non, avant de... non, c'est tout de suite. Il faut se présenter parce qu'ils ont le temps de nous écouter. C'est là que ça se passe. C'est pas quand ça va être repris parce que là, ils n'auront plus le temps de nous parler. Oui. Nathalie Essin se demandait aussi si vous pourriez rappeler les secteurs qui sont prioritaires pour le Canada. Oui, formation en ligne. Je vais retourner parce que je ne les connais pas par cœur. Je peux pas. Un instant. Je vais voir si je peux. Ça fonctionne pas. Formation en ligne, médicale, alimentaire, travail à distance. Présentement, la tendance à New York dans les superbes appartements, c'est de se faire de très beaux bureaux de travail à la maison. Donc, si vous avez plusieurs éléments qui peuvent fitter dans ça, donc c'est vraiment travail à distance, alimentaire, médical aussi. Je pense qu'on peut offrir beaucoup de solutions. Parfait. Cédric Potvin se demande comment serait influencé le marché de l'aluminium et des métaux entre le Canada et les États-Unis après la crise. Je me sentirais mal à l'aise. C'est un domaine que chez Expand Group, on ne possède pas nécessairement très bien, donc je vais laisser d'autres personnes, mais j'appellerais, il y a un cluster de l'aluminium, je crois, à Chicoutimi, qui pourrait sûrement répondre à monsieur. Parfait. Qu'en est-il des entreprises les entreprises européennes qui passent par le Canada pour ensuite faire du commerce avec les États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui va toujours être pertinent? C'est une Oui, question plus d'Hélène. que jamais, plus que jamais. Je crois que les entreprises européennes qui décideront dans un premier temps de venir au Canada pour aller aux États-Unis, ça risque d'être moins compliqué. Parfait. Puis une dernière question de Christian Sivière qui se demande si les aides données aux entreprises au Canada pourraient être jugées contraires aux principes de l'Organisation mondiale du commerce. Pour le moment, je serais très surpris parce qu'il faudrait voir dans la durée. Mais moi, je pense que ça va être plus les aides qui sont données aux grands groupes d'Alker Canada, ou Bombardier, ou ces groupes-là. Mais présentement, au niveau des PME, ça me surprendrait beaucoup. Parfait. Donc, mais merci beaucoup, Monsieur Lampron, pour toute votre présentation et vos réponses qui étaient claires et précises. Donc, nous sommes maintenant à la fin de la période des questions et du webinaire. J'aimerais remercier tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui, qui nous a écoutés, et tous ceux qui ont participé et posé des questions. Je vais juste vous rappeler que vous allez avoir un sondage en quittant le webinaire. Ce serait très apprécié si vous pourriez le remplir pour nous donner vos commentaires. Je voudrais aussi une dernière fois remercier Expand Group, Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que Desjardins pour le webinaire d'aujourd'hui. Ne manquez pas notre Café Export, notre webinaire qui aura lieu demain pour avoir un petit peu plus les nouvelles au point de vue international et en apprendre plus sur des sujets un peu précis. Donc, c'est tout les jeudis à 10 heures. Et notre prochain webinaire, Rencontre internationale, aura lieu la semaine prochaine, mercredi à 10 heures. Et cette fois-ci, il va être présenté par Alexandre Charbonneau de Desjardins et on va traiter des enjeux financiers, les outils financiers pour contrer la crise. Donc, enfin, je veux aussi vous dire que notre équipe a mis en point un service de diagnostic international qu'on offre ce temps-ci pour les entreprises. Donc, si ça vous intéresse, je vais aussi vous envoyer dans le courriel de suivi les informations par rapport au diagnostic international, le lien de la présentation d'aujourd'hui et aussi je vais vous envoyer tous les contacts de M. Sivière si vous avez d'autres questions que vous voulez lui poser, que vous n'avez pas pu lui poser.
Monsieur Lampron, vous voulez dire, pas Monsieur Monsieur Lampron, excusez-moi. Donc, merci encore, Monsieur Lampron. Et puis, c'était un plaisir de modérer ce webinaire avec vous et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait J'espère vous plaisir. revoir dans nos prochaines activités. Merci. Merci. Bonne fin de journée et bonne chance à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.